France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. À la toute fin de 1950 et dans les premières semaines de 1951, sont diffusés sur la chaîne nationale les entretiens Paul Léotot-Robert Mallet. On connaissait, mais ce « on » était rare, quelques extraits du journal de Léotot, l'intégrale ne paraîtra qu'après sa mort. On connaissait aussi ses morceaux choisis des poètes d'aujourd'hui, Le Petit Ami, In Memoriam, mais la diffusion de ces entretiens, la découverte par le grand public de cet écrivain grognon, gueulard, rusé, brillant, méchant parfois, fait date dans l'histoire de la littérature et de la radio. Il faut dire que les deux, l'interviewé et l'intervieweur, sont excellents. Cette nuit, dans les entretiens qui suivent, Paul Léotot va vous parler de Petit Ami, des prix littéraires, un écrivain qui reçoit un prix littéraire est déshonoré, dit-il, mais Robert Mallet est là, qui a lu son journal, sa correspondance et ne se laisse pas démonter. Première diffusion sur la chaîne nationale, janvier 1951. La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Au moment où les morceaux choisis des poètes contemporains paraissaient, c'est-à-dire en 1900, vous accordiez vos soins à une autre œuvre entièrement personnelle, celle-là, et qui semblait vous tenir beaucoup plus à cœur que tout ce que vous aviez écrit jusque-là. Je veux parler du Petit Ami. Pourriez-vous me dire ce qui vous a incité à entreprendre ce livre? Il y a d'abord que j'avais un certain goût pour les créatures qui sont peintes là-dedans. Oui. Ouais. Mais je n'ai jamais fréquenté à la rigueur. Non, mais enfin, j'allais dans les musiques quand elles regardaient, enfin, voilà. Je ne voudrais pas vous demander tout de suite quel était le sujet du Petit Ami, et c'est déjà ce sujet que vous me donnez. Je voudrais vous demander ce qui vous avait poussé, en somme, à écrire, non pas à la façon d'un journal, vos impressions personnelles. Parce que j'avais commencé par les chapitres de l'enfance. C'était donc un ouvrage autobiographique à la base. Oui, il y a une grande partie autobiographique. Oui. Je vous demande cela pour préciser le genre littéraire auquel appartient le Petit Ami. J'imagine que vous n'aimez pas ce mot genre littéraire, mais enfin, on l'a appelé, quand il a paru, on l'a appelé un roman. Or, cela n'est pas un roman. Et d'autre part, vous avez souvent dit et répété que vous ne vous sentiez nullement attiré par le roman. Oui, mais c'était même un genre que vous n'aimiez pas. Quand j'ai apporté le livre au Mercure, il ne s'appelait pas comme ça. Oui. Il s'appelait Souvenirs légers. Oui, je voulais justement en arriver à ce titre qui lui-même exprime l'idée que vous avez voulu... Oui, c'est ça le livre, Souvenirs légers, n'est-ce pas? Souvenirs, enfin, de toutes sortes. Et pourquoi ce titre l'avez-vous changé? Parce que il y a eu une réunion au Mercure avec Gourmand, Régnier et Valette, parce que ce titre ne plaisait pas à Valette. Alors il me dit, il faut trouver un autre titre. Moi, je n'étais pas très fort sur trouver des titres. Et alors Valette m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre livre? Alors je lui dis, c'est un jeune homme qui est le petit ami de certaines catins. Il m'a dit, mais voilà le titre, Le Petit Ami. Et c'est parti comme ça. Et je crois que vous avez beaucoup regretté l'abandon du premier titre. Oui. Et pourquoi n'avez-vous pas maintenu votre... Parce que l'espoir tout de même... À ce moment-là, l'éditeur comptait. Vous aviez envie que le livre tout de même soit publié. Oui. Et l'opinion de Valette était importante. Ouais. Mais peut-être que Valette pensait que ses souvenirs n'étaient pas tellement légers. Pourquoi? Ou peut-être estimait-il que le mot souvenir léger donnerait à penser que le livre n'était pas aussi sérieux qu'il aurait voulu. D'abord, Valette n'avait pas lu le livre, c'est Régnier qui l'a lu. Il a donc donné le titre avant d'avoir lu le... Il l'a lu après. Mais enfin, n'est-ce pas? Je donne le manuscrit au Mercure. Régnier est le lecteur. Valette le lui donne. Régnier donne un avis favorable. Et puis voilà. Valette lisait jamais les livres qu'il publiait. En somme, alors, le Petit Ami a correspondu à une intention chez vous d'exprimer des impressions d'enfance, puis d'adolescents et d'hommes jeunes. Oui. Mais c'est un livre qui a été fait sans plan arrêté.
J'ai commencé, n'est-ce pas, par décrire ces femmes avec qui je prétendais passer mes soirées, n'est-ce pas. Et puis après, il y a eu le chapitre sur l'enfance. Et puis, à un moment donné, je n'avais plus rien à dire quand il m'est tombé cette mirifique occasion de partir à Calais par la mort de ma tante Fanny et d'y revoir ma mère, ce qui m'a fourni la faim. Et vous n'auriez pas trouvé de place là? Oh non. Et vous seriez resté en panne? Ah oui, certainement. Et c'est réel, quand je dis au commencement de la partie qui concerne Calais, quand je dis, c'est vraiment une chance que Fanny... Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les critiques ont pris cette réflexion très sincère, ont pris ça pour un procédé... Mais naturellement. ...d'auteur. Mais naturellement. Un procédé de spontanéité. Mais naturellement. Et c'était, non pas un procédé, mais la vraie spontanéité. Oui, oui, oui. Donc, Le Petit Ami est un livre calqué sur la réalité. Oui. Cela n'est pas pour m'étonner, car vous avez toujours affiché votre incapacité à rien inventer. Oui. Et vous le dites souvent. Oui. Là, je vais vous citer encore. Je n'aime que les choses vraies et suis bien forcé de n'écrire que sur celles-ci. Une autre fois, vous dites, je suis un réaliste. Je suis dénué de toute faculté d'invention. Oui. Oui. Vous serez incapable d'inventer quoi que ce soit. Mais voilà que vous affirmez par ailleurs dans l'ensemble de pensées qui s'appelle Amour, vous affirmez, j'ai écrit Le Petit Ami pour une grande part imagination. Oui. Je voudrais vous demander d'expliquer comment vous conciliez ces deux réflexions antinomiques. Vous devriez faire la citation complète. Mais je comptais la faire car vous avez ajouté ensuite, on imagine que ce qu'on porte en soi. On les mœurs qu'il y a dans ce livre. Ce garçon qui est l'ami de cœur de femmes qui font pour ainsi dire leur tape le soir, n'est-ce pas? Eh ben, mais il y avait un peu de ça en moi, n'est-ce pas? Voilà. Alors j'ai imaginé, mais je le portais en moi. Mais alors ça n'est pas véritablement de l'imagination. Non, on imagine que ce qui est en vous. On l'amplifie. Donc vous êtes tout de même un imaginatif, tout en disant que vous ne pouvez rien faire qui ne soit imaginé. Mais non, n'est-ce pas? Mais non, j'avais ce personnage en moi. Naturellement que je l'ai enjolivé, que je l'ai composé. Mais enfin, si je l'avais pas eu en moi, j'aurais jamais écrit ça. En somme, on peut dire que vous avez besoin d'un point de départ pris dans la réalité. Oui. Et que sur cette base réelle, ouais. À partir mais là, de c'est ce pas un point de départ pris dans la réalité, c'est un garçon qui a certains goûts en lui, n'est-ce pas? Et qui en Oui, fait... mais c'est la réalité, puisque ces goûts en lui, ce sont les goûts en vous, en somme. Oui. Donc, à partir de cette réalité, votre esprit se met en mouvement et, à ce moment-là, est capable d'imaginer d'autres sentiments qui ne sont plus exactement les siens et d'autres circonstances qui ne sont plus exactement celles dans lesquelles il a vécu. Peut-être, oui. Alors, si vous admettez cette explication, enfin, du point de départ dans la réalité et de l'imagination qui brode, pourriez-vous dire, dans Le Petit Ami, la part qui revient à la réalité et celle qui revient à l'imagination? Mais il n'y a d'imagination, et encore mince, que ce qui concerne les femmes. L'enfance n'est pas imaginée. Les pages sur la rencontre de la mère à Calais ne sont pas imaginées, elles sont vraies, pas complètes du reste. Oui. Voilà, je vous l'ai toujours dit, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, je n'avais probablement pas encore ce goût très fort pour la vérité. Le chapitre de la mère, il y manque les choses essentielles. Du reste, je le dis à la fin du livre, je le referai peut-être un jour en 50 pages. Tout ce que vous dites est arrivé, mais vous ne dites pas tout ce qui est arrivé. Non. Voilà. C'est une abstention, en somme. Eh non, je n'avais pas le... Il y avait des choses qui me paraissaient... inintéressantes. Pas à dire. Mais pas à dire sur quel plan? Pas à dire parce qu'elle s'est fait terrible pour la mère. Et vous avez donc obéi à ce moment-là à un scrupule de décence. Oui, je me suis dit, je vais mettre à côté des choses qui ont un ton de fantaisie, n'est-ce pas? Je vais mettre des choses dures. Quand vous dites par exemple que l'idée d'écrire cet ouvrage vous est venue un soir dans un music-hall, est-ce que là vous exprimez ce qui est arrivé réellement? Oui. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Vous alliez dans ces music-halls. J'allais au Folies-Bergère, j'allais au Casino de Paris, au jardin de Paris. Oui, l'atmosphère, et puis voir les femmes, enfin, voilà. Donc là, ce point de départ correspond exactement à la réalité. Oui. Mais je vais prendre un autre épisode de votre ouvrage, l'épisode que vous appelez celui de la perruche. Oui. Vous racontez d'une façon, je veux dire, très émouvante, votre liaison avec une jeune fille de mœurs légères, d'une jeune femme. Oui. Et vous racontez comment elle est tombée malade, comment vous êtes allé chez elle la soigner, avec beaucoup de dévouement d'ailleurs, et ensuite comment vous l'avez transportée à l'hôpital où elle est morte. Oui.
Je voudrais savoir si dans cet épisode tout est invention, s'il y a une base. Non, il y a une partie réelle, la maladie, l'hôpital, les soins, etc. Et puis alors, l'histoire de la mort est inventée. Le personnage de la jeune femme, Oui. vous l'avez connu. Oui, Vous avez en somme calqué exactement Oui. vos descriptions sur ce. oui. Il n'y a que que le vous avez chapitre de la mort qui rencontré. du reste est psy complexe, n'est-ce pas? Tout le chapitre de la mort est inventé. Et cet apitoiement que vous aviez à l'égard de cette fille, était-il inventé? Non. Il était réel. Ah oui. Donc vous imaginiez vraiment ce que vous portiez en vous, Oui. c'est-à-dire une forme de compassion L'apitoiement pour la malade, pour la malade. pas de la mort, la mort. Non, non, je pense C'est bien. de la clownerie, ça. Et quand vous allez ensuite au cimetière, que vous vous inclinez Oh, je sur suis sa jamais tombe- allé. Elle n'est pas morte, je vous dis. Oui, mais vous étiez déjà allé souvent sur des tombes et ce sont exactement des impressions, vos impressions que vous avez retranscrites. Car vous aviez le goût de ces sortes de Oui, pèlerinages. oui, tout ça. J'aimerais savoir, car un auteur met beaucoup dans ses épigraphes, j'aimerais savoir ce qui vous a inspiré les différentes épigraphes que vous avez apposées en tête des différents chapitres du Petit Ami. Si vous le voulez bien, nous allons les passer en revue. Vous dites, plus exactement, vous citez sur la page de titre une phrase de Stendhal. Ouais, L'extrême des passions est niais à noter. ouais. Pourriez-vous m'expliquer quel sens vous donnez exactement à cette épigraphe? Que il ne faut pas déclamer, il ne faut pas être romantique, il ne faut pas exagérer, et même les passions les plus fortes, il faut les prendre, enfin, avec scepticisme. Vous pensez donc n'avoir pas noté l'extrême des passions dans votre livre? Non, puisque il est ironique d'un commencement à la fin. Vous avez pourtant noté des passions assez extrêmes, si je peux... Non, mais il n'y a pas de grand cri, il n'y a pas de cri de désespoir, il n'y a pas... Je trouve qu'il y a des cris qui sont exprimés avec beaucoup de douceur, mais qu'il y a des cris avec beaucoup de discrétion. Non. Si le sentiment que vous exprimez vis-à-vis de votre mère est tout de même un sentiment très extrême, et... Oui, mais il n'est pas exprimé avec une adoration, avec panache, enfin. Non, vous vous en défendez d'ailleurs de ce panache. Mais vous le notez tout de même avec beaucoup de précision, beaucoup de minutie, avec un soin qui laisse sous-entendre une sorte de passion contenue. On peut prendre un écrivain qui a décrit la mort de son père, c'est Jules Vallès, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il a pris ça au tragique. Moi, la mort de mon père ne m'a inspiré que sarcasme. Mais vous dites Alors l'extrême- c'est ça les grands cris, c'est ça l'extrême des passions est niais à noter. Alors je comprends que vous disiez les passions extrêmes sont niaises, mais que vous disiez que Non, elles soient niaises quand on les note. Je ne vois pas pourquoi, car tout ce qui est extrême est intéressant. non. D'abord, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de passion extrême, il s'agit de l'extrême des passions. Ça fait deux, ça. C'est vraiment deux. J'aimerais que vous précisiez la différence que vous faites entre l'extrême des passions et les passions extrêmes. Eh ben, l'extrême des passions, enfin, vous n'avez jamais eu une vieille maîtresse de Barbès-Aurevilly. Vous trouverez là l'extrême des passions, c'est-à-dire Hermengarde, la langue, la nuit, des appels, n'est-ce pas? Enfin, toute la lyre, enfin, c'est ça, l'extrême des passions, n'est-ce pas? Et Les gens qui se tuent, par exemple, voilà l'extrême des passions, n'est-ce Et les pas? passions extrêmes. Hein? Et les passions extrêmes. Je ne alors, sais pas ce que c'est que les passions extrêmes. Si vous aviez la correspondance de Stendhal, vous y trouveriez tous les billets qu'il a écrits à cette femme qu'il adorait. Il n'y a jamais d'extrême des passions. Quand il lui dit « Tous nos désaccords viennent de ta voiture ». Voilà. Mais quand vous dites l'extrême des passions est niais à noter, quand ce sont ses propres passions. Mais non. Si, Oui. c'est cela que vous voulez Oui. exprimer. Oui. Et moi, je voudrais exprimer une autre idée, qui est celle-ci. Il n'est pas niais d'exprimer, de noter l'extrême des passions des autres. Il est même fort intéressant Ça, de le n'est-ce noter. pas, nous sommes ici en matière d'autobiographie, n'est-ce pas? Je suis incapable de parler sur les ouvrages d'invention. Vous avouerez que, enfin, un homme sensé, un homme sage, un homme qui a un peu de cerveau, il ne prend jamais rien au tragique. Voilà. Enfin, puisque tout est autobiographique dans ce livre et par conséquent dans les épigraphes, la seconde épigraphe, qui est ainsi rédigée, il n'y a dans la vie que des commencements, doit donc s'appliquer exactement à votre vie. Mais non, à tout!
On peut dire que dans toute la vie, il n'y a que des commencements. Oui, mais vous rapportez cela au cadre de votre vie, puisque, comme vous venez de me le préciser, vous ne vous inquiétez pas des autres, mais de vous-même. Ah oui, mais enfin, n'est-ce pas, on peut tout de même avoir un goût, une approbation pour certains mots émis par des gens. De qui est cette épigraphe? De Madame de Staël. Oui, eh ben voilà. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je disais pourtant, vrai, il n'y a dans la vie que des commencements. Et que voulez-vous exprimer par là? Que le commencement d'une vie est ce qui importe le plus dans le développement de cette vie? Non, il n'y a dans la vie des commencements. Voilà. Chaque jour apporte un renouveau complet. Oui, que rien de dur, il y a dans la vie des Qu'aujourd'hui commencements. efface hier. Hein? Qu'aujourd'hui efface hier. Et permet une récréation de soi qui est continue. C'est ça que vous voulez exprimer. Non. Il n'y a que des commencements parce qu'il n'y a qu'un laps de temps où on est sensible à ce qui arrive. Et puis après. Et vous pensez qu'on ne réalise pas? Alors s'il n'y a que des commencements, c'est qu'on ne réalise jamais. Mais non, c'est pas de réaliser. C'est le goût qui s'éteint, c'est le charme qui s'en va. Ça se peut dire de l'amour. Il n'y a dans l'amour que les commencements. Il n'y a que le désir, en somme. Oui, Dès qu'il y a commencement de réalisation, il y a déjà une insatisfaction. oui. En somme, c'est une Ça réflexion s'use. assez désabusée que vous mettez en tête de ce livre. Oui, ça s'use. Et l'épigraphe du chapitre 2 est ainsi conçu. De toutes les infirmités humaines, la plus triste, c'est le sommeil de l'âme. Ah oui, Et vous dites, c'est un proverbe. ouais, c'est ça pas grave. Je pense que vous avez voulu être ironique. Non, les gens qui cessent d'être capables d'émotion, d'être capables de rêverie, de tout ce qu'on peut appeler les choses de l'âme, quoique ce mot est ridicule. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Mais si vous trouvez ce mot ridicule, comment dites-vous, il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Alors qu'appelez-vous âme? Je vous dis, la capacité d'être ému, la capacité d'être touché par des choses, la capacité de se complaire à les rêver, un certain domaine. Le diable vous bien comprendre ce que je veux dire. Mais ce qui m'étonne, c'est Il y a que... des gens qui n'ont pas de vie intérieure. Oui, mais vous expliquez justement cela par cette épigraphe, en tête d'un chapitre où vous ne parlez que de mœurs très légères et de jeunes femmes avec qui vous passez des heures très agréables, sans complications, sentimentales, Oui, dans mais une enfin, camaraderie non. sensuelle, Oui, mais enfin, et justement en donnant très peu de part à ce que vous appelez l'âme. Mais pas du tout. Non, alors j'ai vu une ironie. Non. J'ai vu une ironie dans cette épigraphe en Non. tête. Non. La troisième épigraphe, je crois que là, il faut y voir de l'ironie. Elle est ainsi rédigée. Mon Dieu, que cet enfant est donc désagréable. Oui. Et c'était votre mère qui disait Oui. cela. Alors, je me demande comment votre mère, qui vous a abandonné au bout de 3 jours et qui vous a vu quelques heures en l'espace de 29 ans, a pu porter sur vous un tel jugement. Quand elle venait, je vous l'ai déjà expliqué, elle venait en général une fois par an à Paris, puisqu'elle était attachée des théâtres de province. Et alors, ma vieille bonne me disait, tu sais, demain, ta mère arrive à Paris. C'était pour moi un supplice. Cette femme que je ne connaissais pas, qui m'intimidait. Alors, n'est-ce pas, elle arrivait, alors elle me parlait, et moi j'étais là comme un pieu, la tête baissée. Oui, madame, bien, madame, bon, madame. Alors, naturellement, un jour, elle a dit, mon Dieu, que cet enfant est donc désagréable. Elle aurait voulu que je lui saute au cou, ne la connaissant pas. N'est-ce pas? Voilà, ce qui est un monde. Quant à la 4e épigraphe, je crois qu'elle se suffit à elle-même. Vous citez Gavarni, qui disait « Rue la Bruyère, Ah ouais. quel caractère Ouais. et quelle Maxime, rue la Rochefoucauld ». Ouais, mais c'est très joli. C'est très joli. Je pense que vous avez placé cette épigraphe là parce que vous parlez du quartier où vous avez vécu, Ouais. la rue des Martyrs, qui est située à côté de la rue La Bruyère. Et la rue la Notre-Dame de Lorette, songez que, n'est-ce pas, moi, à 5 ans, j'avais la clé de la maison où nous habitions rue des Martyrs dans ma poche. Mon père me disait, fais ce que tu veux, pourvu que tu sois là pour le dîner et pas ramené par un gendarme. Alors je passais ma vie à me promener dans ce quartier, la Butte, la rue La Bruyère, la rue La Rochefoucauld, la rue Fontaine. Et alors, à cette époque-là, toutes les maisons avaient leurs volets tirés et simplement entrebâillés. Et des femmes qui faisaient psit à des clients du haut de leur fenêtre. Et la rue La Bruyère avait ce caractère-là. Oh, aussi. Quant à la 5e épigraphe, je m'excuse de cette succession de citations, mais je crois que c'est assez intéressant parce que ça situe votre pensée au fur et à mesure du développement de votre livre. Cette 5e citation est la suivante. La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a Paris. Ouais. C'est signé Chamfort. Ouais. Ici, l'emploi de cette réflexion me paraît être presque
du cynisme. Parce que elle introduit justement le chapitre le plus émouvant de votre livre, celui qui est consacré à la perruche. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez voulu mettre cette réflexion assez dure, assez cynique, en tête d'un chapitre où vous aviez été particulièrement attendri. Peut-être était-ce par compensation. Le mot de Chamfort n'est pas dur, il n'est pas cynique, il est désabusé. Mais je ne trouve pas ce mot cynique en lui-même, je le trouve simplement cynique par la place qu'il occupe, par la place que vous lui avez donnée. C'est l'ironie, justement, n'est-ce pas, de peindre la mort d'une créature et de dire la plus perdue de toutes les journées est celle où on a parlé. Vous aviez donc l'impression que vous aviez perdu beaucoup de temps en Non! passant auprès d'elle. Non! C'est pour corriger, c'est pour... Oui, c'est bien ce que je dis, pour compenser l'effet d'émotion par un effet d'ironie. Oui! C'est pour ne pas qu'on vous prenne trop au sérieux quand vous vous laissez, en apparence, apitoyer. Oui! C'est bien ce que je pensais, je voulais vous faire dire. Ensuite, vous citez ce vers de Baudelaire, « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses Oui. ». Et qu'avez-vous eu l'intention de dire? Pour la mère. Oui, il s'agit du chapitre consacré à ce qu'on peut appeler votre retrouvaille Oui, avec c'est votre pour mère la lorsque mère. vous aviez 29 ans. C'est pour la mère. Mais il semble que cette épigraphe soit prise dans un sens volontairement ambigu. Non, elle est prise... elle est prise qualifiant une femme dont je n'avais que des souvenirs et qualifiant une femme que j'avais vue passage à Ferrières dans un certain aspect qui a marqué toute ma vie. Mère des souvenirs, maîtresse de maîtresse. Alors là, il n'y a donc pas d'ironie du Non. tout. Non, au contraire. Je crois que c'est la seule épigraphe alors de votre recueil dans lequel vous n'ayez pas pris un tour badin. Non. L'épigraphe qui suit et qui est également consacrée à votre mère est tirée de Racine. Je t'aimais inconstant, que sais-je fait fidèle. Ouais. Et peut-être qu'au fond, sous cette apparence d'ironie, il n'y en avait pas beaucoup, c'était peut-être même... Là, c'est encore véridique, n'est-ce pas? C'était une expression très spontanée d'un sentiment, en somme, un peu de regret. Je t'aime, te connaissant à peine si je t'avais connu. Et nous en arrivons au chapitre dernier, que vous introduisez par cette phrase, souvent la fin d'un livre est fort inférieure au reste. Ouais, Et c'est signé Stendhal, ouais. comme l'était l'épigraphe du début. Je pense que c'est avec une volonté très nette que vous avez accordé ce double patronage de votre œuvre à Stendhal, qui représente pour vous, je crois, tout ce que l'on peut aimer en fait de clairvoyance psychologique Oui, oui, et en fait de vivacité de style. oui. Mais pourquoi avez-vous dit que la fin d'un livre est fort inférieure au reste souvent? C'est parce que vous aviez l'impression Oui. que votre livre n'était pas... Parce que, écoutez, enfin, vous êtes écrivain vous-même, avouez que, enfin, c'est pas toujours commode de terminer. Quand on a épuisé son sujet, n'est-ce pas, et qu'il faut encore faire quelques pages, souvent, ça vaut pas cher. En somme, c'était une façon, une boutade Ouais. pour déconcerter et désorienter la critique. Oui, Il faut oui, dire, je oui. ne me prends pas au sérieux, je ne crois pas que je suis Oui, un et puis grand auteur. pour me faire pardonner à l'avance. C'était une habileté. Non, c'est pas une habileté, c'est de dire, c'est auparavant. Si agir, faire en Parce que sorte de les se gens- faire pardonner par avance, c'est une habileté. Non, non, non. Parce que, n'est-ce pas, supposer que les gens, lisant le dernier chapitre, disant, il vaut pas cher, il faut avouer qu'il s'en est douté lui-même. Oui, mais souvent, ce ne sont que des formules dont les auteurs abusent sans les prendre trop au Oui, sérieux. ouais. Parce qu'ils pensent que la fin de Ouais. leur livre est Ouais. très bonne en général. En tout cas, ce qui ressort de toutes vos épigraphes, c'est que votre livre est imprégné d'ironie. Oui, Mais il en ressort également que c'est un livre dans lequel vous avez usé de boucliers, de paravents, où vous n'avez pas voulu avoir l'air d'être pris pour ce que vous ne vouliez pas être. ouais. Schwab, quand il a lu le livre, il a dit une fois, il recevait le dimanche, il a dit, ça rappelle Henrienne. Voilà ce qu'il a dit. Il y trouvait en somme une espèce de ton passionné avec Ouais. cette ironie constante. Oui, c'est mauvais rire, c'est sarcasme. C'est sarcasme, et Voilà. la causticité. Oui, oui. Vous connaissez le mot de haine à Mathilde quand il lui parle que
et quand il était malade, que son enterrement se fera au cimetière Montmartre. Alors il lui dit, tu viendras, n'est-ce pas, tu seras très ému et tu pleureras, mais ne t'alarme pas. On finit toujours par se moucher. Voilà. Ça, vous auriez pu reprendre le mot de Henri Heine. Je prends mes grandes douleurs et j'en fais de petites chansons. Ouais. À supposer que cela représentait de grandes douleurs. Ouais. Vous connaissez le mot de haine quand il était sur son grabat en train de claquer, n'est-ce pas? Alors il y avait un médecin qui devait le visser. J'ai beaucoup lu d'ouvrages biographiques sur Haine. Et alors, le médecin lui dit, bah voyons, pouvez-vous siffler? Et Haine répond, pas même les pièces de scribe. C'était plein d'esprit à propos et en même temps de rigueur. Ouais. Votre livre, Le Petit Ami, est donc, comme nous venons de le voir, un livre autobiographique dans lequel vous avez tout d'abord raconté votre enfance, puis vos rapports avec des amis de mœurs assez légères, puis enfin votre rencontre avec celle que vous aviez très peu connue et qui était votre mère et que vous appeliez Madame. Vous avez déjà eu l'occasion de parler de votre enfance, de vos relations avec ces jeunes filles. Et je voudrais vous demander de me parler de ce que vous avez appelé le voyage à Calais et de toute l'importance qu'il a pris dans votre vie. Oui, eh bien, n'est-ce pas? Alors nous abordons tout ce qui manque à ce livre, n'est-ce pas? Et fort regrettablement. Je suis donc parti à Calais, appelé par ma grand-mère, que je ne connaissais pas, qui m'a écrit, si vous voulez voir Fanny, venez, parce que elle est en train de mourir. Fanny était votre tante? Oui, la sœur de ma mère, bon, qui avait été la maîtresse d'abord de mon père, avant que ma mère la fût. Bon. Alors j'ai donc pris le train pour Calais. Je suis arrivé là-bas vers 1h du matin et j'ai passé toute la nuit avec ma grand-mère qui ne me connaissait pas et qui m'a trouvé très gentil. Elle me dit, écoutez, n'est-ce pas, je dois vous dire que rien que parce que vous étiez le fils de votre père, je vous ai toujours détesté. Votre père m'a chippé mes 2 filles. Enfin, les mères sont comme ça, n'est-ce pas? Elle me dit, votre Jeanne va arriver. Et elle me dit, vous savez, elle est étonnante pour son âge. Vous verrez. Bon. Alors, en effet, un jour, à midi, on entend monter l'escalier, on entend la porte de la rue, c'était tout comme un petit hôtel particulier, on entend la porte taper. Et je vais sur la rampe du palier, je regarde, et je dis, c'est elle. Et je retourne m'enfermer dans ma chambre. Voilà. Alors, ma grand-mère m'a raconté. Alors, ma mère est entrée. Elle lui dit, qu'est-ce que c'est que ce garçon qui m'a ouvert la porte? Elle dit, mais c'est Paul. Mais qui, Paul? Mais ton fils. Ma mère a attendu le soir, 11h du soir, pour me dire, dans la chambre de Fanny où nous veillions tous les deux, elle m'a dit, écoutez, Paul, je sais qui vous êtes, je suis votre mère. Et alors, elle m'a raconté des choses de sa liaison avec mon père, n'est-ce pas, etc. Bon. Alors, des démonstrations d'amitié. Bon, bien. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là? Vous l'appeliez Madame ou Maman? Oui, je l'appelle Madame. Alors, je vous dis, je l'ai raconté, elle me dit, il faudra venir à Genève, je te louerai une chambre dans les environs, n'est-ce pas? Et tu viendras me voir en cachette de ma maison, n'est-ce pas? Et quand nous sortions dans Calais pour prendre la journée, elle me dit, regarde, on dirait que nous sommes 2 amoureux, on fait des choses d'une équivoque extrême. Voilà. Et très aimable, les embrassades, tout ça. Est-ce que ces manifestations vous choquaient, vous troublaient? Non, j'étais comme ça, n'est-ce pas, un peu, enfin, voilà. Mais, je vous dis, des manifestations extrêmement tendres, extrêmement équivoques, extrêmement engageantes, et à côté de ça, avant qu'elle n'arrive, ma grand-mère m'avait dit, écoutez, Paul, j'ai quelques valeurs. Quand vous repartirez, je vous les donnerai. Vous toucherez les coupons et vous les enverrez chez Jeanne parce qu'elle allait vivre à Genève chez son autre fille. Et quand je serai morte, vous garderez les valeurs. Bien.
Alors ma mère, avec toutes ces paroles de séduction, me dit, écoutez, Paul, ma mère doit bien avoir, enfin, quelque argent, enfin, elle ne vous en a pas parlé. Et moi, malgré la défense impérative de ma grand-mère, n'en dites rien à votre mère, je lui sers ça. Je lui dis, oui, ma grand-mère m'a dit ceci. Voilà. Elle va trouver sa mère, elle lui dit, alors, tu vas donner ce que tu possèdes à ce garçon que nous ne connaissons pas? Pour l'avoir, elle. Et vous ne l'avez pas su tout de suite, cela? Je l'ai su qu'après. Et Votre ma réaction aurait été très violente, ma grand-mère m'a écrit de Genève, parce que je lui écrivais, elle m'a dit, je ne vous répondrai plus à vos lettres, car je ne vous pardonne pas d'avoir manqué à la parole que vous m'aviez donnée de ne rien dire à votre mère. Parce qu'elle a dû être là-bas, n'est-ce pas, dépossédée complètement. Et vous étiez allé à Calais pour assister au dernier moment de votre tante Fanny. Oui. Et combien de temps a duré ce séjour? 3 jours. Votre tante est morte au bout de 3 jours. Ouais. Et vous avez assisté à son agonie puis à son enterrement. Oui, non, c'est moi qui ai ramené le corps à Paris. Et pendant ces 3 jours, vous avez vécu en somme à son chevet, en compagnie de votre mère. Ouais. Et en 1901, quand vous étiez à Calais, votre père vivait encore, puisqu'il est mort Oui. en 1903. Ouais. Et alors? Et il n'est pas venu, lui, au chevet. Oh, il n'a pas non, il éprouvé était le désir. impotent cloué dans un fauteuil. Mais ma mère m'a encore dit ceci, n'est-ce pas? Moi, mon père, quand je suis né, avait déjà 38 ans. Le temps d'acquérir le nombre d'années nécessaires pour pouvoir regarder, enfin, observer. Je dis à ma mère, je dis, écoutez, est-ce que c'est vrai qu'il a eu tant de succès de femme? Parce qu'enfin, moi, quand je le regarde maintenant, et ma mère m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer avec quel ton et avec quel regard. Elle m'a dit, ouais. D'abord, il était très beau garçon. Et puis, il avait une façon de vous regarder, mon cher. Il y a des hommes qui, paraît-il, ont ce regard magnétique qui fait que... Voilà. Les femmes s'offrent tout de suite. Voilà. Et elle vous tenait tous et les le propos ton. dans la maison, enfin, qui a la tête la maison mortuaire, Oui. et sans aucune gêne, et même avec un certain plaisir. Oh, certainement. Et ces confidences, vous-même, vous étonnez peut-être, mais vous vous intéressez, puisque si ce que vous dites dans le petit ami est vrai, vous preniez constamment des notes. Oui. Et même un jour, elle vous a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce coin-là, à écrire tout le temps? Et Ouais. je crois que vous ne lui avez pas dit la vérité. Non. Je le dis sans mes dépenses, où j'écris. Et puis, Vous autre avez chose. beaucoup de dépenses parce que vous avez noté beaucoup de choses à ce moment-là. Ah, oui, c'est un bon livre à faire. Vous éprouviez l'impression que votre livre était en train de se faire. Ah, je me disais, voilà la fin. Voilà. Il y a toujours... Alors, en somme, au début, ces confidences que vous n'aviez pas provoquées, à la fin, vous les auriez suscitées. Moi, je ne lui ai pas dit de choses ambiguës. C'est elle qui faisait ces démonstrations, enfin, équivoques pour moi, où la mère se doublait, n'est-ce pas, de... Non, mais ne croyez-vous pas qu'une mère qui est restée jeune et qui a retrouvé un fils qui est devenu un homme ne s'amuse pas facilement à jouer ce jeu? Mais, écoutez... Non, hein, ce jeu simplement de paroles, sans que cela aille plus loin. mais enfin, écoutez, que j'étais tout de même plus pour elle un jeune homme qu'un fils. J'étais plus pour elle, certes, et ça s'explique. Cette femme, quoi, elle m'avait vu 8 heures dans mon enfance. Je ne suis pas persuadé comme vous que les sentiments de votre mère aient pu être ceux que vous aviez imaginés. Je crois que votre propre imagination, quoique vous n'en ayez pas beaucoup, dites-vous, a joué à ce moment-là. Enfin, c'est comme... Moi, je connaissais ma mère comme femme. Vous la connaissez très Légère, peu. légère. Oui, c'était l'idée que vous vous en faisiez. Mais non, c'est tout ce que je savais sur elle. Ce qui me laisserait croire que peut-être vous avez exagéré ses sentiments à votre égard, c'est ensuite son attitude quand vous lui avez écrit des lettres assez chaudes, Oui. et qu'elle vous a répondu par des lettres plutôt froides, et qu'elle vous a même dit « Je ne veux plus que tu m'écrives dans ces Oh, conditions-là. elle me l'a dit à la fin. C'est-à-dire quand elle m'a demandé ses lettres, et que je lui ai dit, ah non. Mais dans le petit ami, il a reproduit des passages de ses lettres, elles sont pas dans un pot. Oui, ce sont des lettres de mère très aimantes. Ouais, Peut-être qu'elle retrouvait en vous les traits d'un homme qu'elle avait beaucoup aimé physiquement. peut-être, ouais. Enfin, c'est un sentiment. Enfin, elle m'a tout de même redemandé ses lettres. Elle vous a redemandé parce qu'elle a peut-être senti qu'elle avait elle-même un peu exagéré, comme elle savait d'autre part que vous écriviez. Elle avait Quand peur. elle me dit, écris tout ce que tu veux, personne ici ne me connaît. Oui, mais elle vous a redemandé vos lettres, ces lettres, justement, après vous avoir dit cela. Oui. Elle s'est dit, il va profiter de ce que je lui ai proposé. Oui, mais... Ah, d'accord. Quand elle me dit, écris tout ce raconte tout ce que tu sais, n'est-ce pas, voilà, etc., etc.
Ben, elle a ensuite regretté cette parole un peu imprudente. Elle s'est dit, mon Dieu, il va livrer dans une revue toutes les lettres que je lui ai adressées. Et je crois qu'à ce moment-là, elle a bien fait de vous les redemander. Bon. Les lui avez-vous renvoyés? Jamais de la vie. Vous les avez gardés? Mais oui. Et vous les avez encore? Oui. Vous aviez formé le projet à un moment de les publier Oui. avec vos lettres. Oui, Donc oui. vous aviez gardé le double, sans doute. Oui, j'ai dû garder le double. Et vous avez toujours ces Oui. documents, peut-on dire? Oui. Vous les avez relus dernièrement? Oh non. Il serait intéressant de savoir ce que vous en penseriez maintenant. Ouais. Peut-être que le jugement que vous avez porté sur votre mère à ce moment-là ne serait plus le même. Je n'ai pas ouvert la dernière lettre qu'elle m'a écrite. J'étais en train d'écrire ce livre. Alors, je dis, non, la lettre doit être pénible, désagréable. Je l'ai donnée à lire, la lettre. Qui l'avez-vous donné à lire? Je sais pas, une femme que je connaissais. Je lui ai dit, écoutez, vous allez lire cette lettre-là, et vous me direz si je peux la lire. Je ne veux pas être dans le genre. Alors, on a décacheté la lettre, elle a lu la lettre, elle me dit, non, il vaut mieux que vous ne la lisiez pas. Elle a été refermée, elle est toujours fermée. Et vous n'avez pas la tentation de la lire? Jamais, Et vous ne la lirez jamais? jamais. Elle est dans le dossier. Et pourquoi l'avez-vous gardée? Ben, parce que je gardais tout ça. Garder une chose qu'on ne connaîtra pas, c'est comme si elle n'existait pas. Ben. Comme d'autre part, vous ne voulez pas en Tout faire ça. profiter les autres. Tout ça, c'est fini, c'est mort. Le petit ami ne comporte en somme aucun fil directeur. Vous vous êtes contenté, en l'écrivant, de suivre, depuis votre enfance, le cours de votre vie. Et tandis que vous écriviez, le hasard a voulu qu'une action se noue dans votre vie, de sorte que votre livre a trouvé finalement son dénouement. Pourquoi, l'histoire étant achevée, car il y a tout de même une histoire, avez-vous éprouvé le besoin d'épiloguer sur votre récit? Car votre dernier chapitre est un véritable épilogue. Oui. Pourquoi ces questions lancées à la cantonade et qui pourraient laisser croire que vous attachez de l'importance au jugement du lecteur? Vous dites, le lecteur saura-t-il aimer ces choses comme je voudrais qu'on les aime, dans le ton qui convient, avec émotion et raillerie? Oui. Mais n'est-ce pas une manière de dire, j'ai été ému et railleur? Oui. Une façon de se justifier sans en avoir l'air, et de faire accepter la raillerie par les sentimentaux qui auraient pu être choqués par votre ironie, et en même temps de faire approuver le sentiment par des railleurs qui auraient pu vous railler d'être sentimental. Si vous voulez, oui. Vous ne trouvez pas cela trop compliqué? Non. Pour ma part, je vois dans cet assemblage de mots émotion et raillerie la synthèse de votre tempérament. Et j'aimerais savoir si vous les voyez vous aussi, ou si au contraire vous prétendez qu'il ne s'agit là que d'une formule littéraire. Non. Il est bien certain que je suis parti à rire de tous les sentiments chez les autres comme chez moi. Du reste, je suis devenu assez fermé aux sentiments. Mais il est vrai que les attitudes sentimentales, oui, je les ai toujours raillées, et même aujourd'hui, c'est plus, elles me font pitié. Mais pour avoir l'occasion de railler le sentimentalisme, il faut encore, non pas forcément faire étalage du sien, mais de celui des autres, et par conséquent tenir compte du sentiment. Enfin, vous avez eu tout récemment un exemple de ça sur ce que j'ai écrit pour la table ronde. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ce que j'ai écrit. Quand vous avez écrit à l'occasion de la mort de celle que vous avez appelée le fléau. Oui, le panégyrique. Oui, Quand rôle je de dis- panégyrique. Oui. Enfin, que je dise pas, il est tout de même réussi. Donc c'est un texte dans lequel vous reconnaissez qu'il y a de la raillerie, mais tout de même une part d'émotion. Ah bah oui, enfin, il y a tout de même un passé là qui m'intéresse, enfin. Mais Oui. qui fait plus que vous intéresser, même, qui vous émeut un peu. Vous Enfin, le mot, vous ne voulez pas le prononcer, mais le sentiment, vous savez, l'éprouvez tout de même. la mort ne m'a jamais touché. Bah, la mort des autres. Ouais. Mais l'idée de la mort pour vous, peut-être, ne vous Je reste suis pas en insensible. révolte. Non, elle me révolte, mais elle ne m'attendrait pas. Mais elle vous révolte aussi pour les autres, alors. Non. Alors c'est un peu de l'égoïsme. Ben, c'est que je le suis diablement. Bien pour revenir à ce petit ami, je voudrais savoir également, puisque je suis très curieux, je voudrais savoir comment vous appelez le livre qu'il a constitué finalement. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est un roman. Non, c'est pas un roman. Et puis alors, il y a une chose que vous paraissez négliger, c'est que même en le finissant et même en le publiant, j'ai dit,
je tâchais de leur faire un jour en Oui, mais 50 justement, pages. je voulais Ah, voir- c'est que c'est quelque chose. Je voulais y venir à cette, C'est que mon cette sens idée critique- de révision. Mon sens critique, à cette époque-là, malgré ce que j'avais écrit, mon sens critique était là qui disait n'est-ce pas? Mais je voulais savoir si vous aviez eu l'impression d'écrire un roman, parce qu'à l'époque, quand vous l'avez publié, tout le monde a dit c'est un roman. Et Mais- je crois qu'on peut l'expliquer de cette façon. Souvent, les romanciers usent de la fiction autobiographique pour donner un ton plus authentique à leur récit, pour faire plus facilement croire à certaines situations exceptionnelles ou étranges. Et votre propre vie vous a offert ce que les romanciers se donnent souvent tant de mal à inventer. Il vous a donc suffi de raconter Oui, ce qui si était, vous disiez tant de peine, ce serait mieux. mettons, tant de peine à inventer. Oui. Mais il vous a donc suffi de raconter ce qui était simplement ce qui était, pour que les lecteurs vous assimilent aux autres romanciers, aux romanciers ordinaires. Bon, eh bien. Mais vos réflexions si sincères, comment continuerai-je ce livre, Ouais. parviendrai-je à lui trouver une fin, Ouais. ont été prises pour un procédé de narration. Ouais. Et le voyage à Calais, au cours duquel vous avez retrouvé votre mère après 20 ans de Ouais. séparation, ce voyage qui vous a permis d'achever votre récit, Ouais. non sans le faire changer complètement d'orientation, a été considéré comme une diversion préméditée, Oui. comme un élément de surprise Ouais. savamment ménagé. Oui. Or, la surprise, n'est-ce pas, vous l'avez éprouvée Oui. vous-même. Ce que j'ai écrit à ce sujet-là, que je me serais trouvé en panne si je n'avais eu cette circonstance nouvelle du voyage à Calais, c'est la vérité absolue. N'est-ce pas? Absolue. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas assez d'imagination pour inventer des détours, des diversions et des choses comme ça. C'est la vérité que, avant le chapitre de Calais, j'étais en panne et que je disais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais c'est ce que je vais écrire. C'est la vérité que si je n'avais pas reçu la lettre de ma grand-mère me disant si vous voulez voir encore famille arriver à Calais, n'est-ce pas? Eh ben, j'étais dans le lac. Là, c'est la vérité. Maintenant, le mot roman, n'est-ce pas? Je réponds à ça que le livre a été présenté sous ce titre « Souvenir léger », qui n'eût pas comporté le mot de roman. Et c'est Valette, n'est-ce pas, qui a trouvé, en me questionnant, le titre de Petit Ami, et qui, pour une affaire de librairie, a mis roman. C'est pas moi qui l'ai mis. Voilà. Donc vous avez éprouvé une surprise très agréable, si je peux dire, en trouvant votre issue. Oui. Mais- La surprise, d'abord, la surprise agréable, ça a été de recevoir la lettre de ma grand-mère et d'en tirer les perspectives d'un chapitre au moins ou deux. Mais une autre surprise que Et vous puis avez- alors, n'est-ce pas, vous ferez remarquer qu'il ne faut pas encore apporter un sentiment excessif, parce que, comme je l'ai dit, c'est la vérité, j'avais toujours un cahier de papier dans ma poche et je prenais des notes. N'est-ce pas? Ça prouve bien que... Ah, mais là, je n'ai mis aucune idée de sentiment oui, dans oui, votre surprise. ça prouve bien, n'est-ce pas, que l'observation et le côté homme de lettres fonctionnaient toujours, hein? Voilà. Mais vous avez dû éprouver une autre surprise, et pas exploiter celle-là dans le récit lui-même, puisque justement, cette surprise était motivée par la publication du livre. C'était la surprise de provoquer tant de commentaires. Quel commentaire? Les commentaires, quand votre livre a paru, les commentaires de la presse, les commentaires Oui, des je me rappelle écrivains. plus ce qui a sorti, n'est-ce pas? J'ai tout de même eu une bonne presse. Et je vous dis, n'est-ce pas, le livre a été tiré à 1100 exemplaires. On en a vendu 600 la première année. Pour ce qui restait, il a fallu 20 années. Et alors aujourd'hui, c'est parce que c'est la folie, n'est-ce pas? Oui, ils se vendent très cher. Notez que Bérès a eu, je ne sais pas comment, un des 3 exemplaires sur Hollande que Valette a tiré pour moi seul, qui n'était pas en vente, et que j'ai donné, vous ne savez plus à qui. Alors Bérès en a trouvé un, il l'a mis en son catalogue, 200 000 francs. Et le lendemain, il y a un individu qui a acheté 200 000 francs là-dessus. Oh non! Mais dans votre journal littéraire de 1903, quelques semaines après la parution du Petit Ami, vous notez les diverses opinions qui circulent sur votre livre. Et la première que vous citez est celle-ci. C'est abominablement lâché. Ouais. Et d'après vous, que voulait-on dire par lâché? C'est que j'ai écrit à la diable. On appliquait l'adjectif au style et non pas Ah oui. à la morale. Ah non, non, c'est abominablement lâché. N'est-ce pas, c'était des gens qui voulaient... bon, voilà, c'est bâclé. L'autre opinion que vous citez est la suivante. C'est très bien à cause de la sincérité et même la blague rend plus vive cette sincérité. C'est Le peut-être mot vrai. blague ne vous paraît-il pas excessif? Non.
Oui, Vous oui. n'êtes pas mais- d'un tempérament blagueur. Non, non. Mais en prenant, en remplaçant le mot blague par moquerie, l'appréciation est juste. Et voici une autre opinion qui contredit la précédente. Au fond, c'est un livre triste. Ouais. Pour ma part, je souscrirais volontiers à cette affirmation. Et vous? Oui, naturellement que... Le fond du livre est plutôt donc un fond nostalgique, un fond de tristesse. Oui, oui, oui. Le fait d'un homme qui rit de ses sentiments, c'est triste. Oui. Un homme qui rit de ses émotions n'est pas un homme gai, au fond. Oui, c'est un homme railleur et nous retrouvons ici l'idée d'émotion et l'idée de raillerie. Ouais. Et Valette ajoutait, c'est vous qui le notez encore dans votre journal, la preuve de cette sincérité, ce sont vos remords. Vous m'amusez même avec vos remords. Vous êtes le monsieur qui s'est montré tel qu'il est et qui se demande s'il n'a pas été trop loin. Moi, j'ai l'impression que cette opinion est tout à fait fausse. Vous n'aviez sans doute aucun remords et je n'ai pas l'impression que ce sentiment vous soit très familier. Oui. Je ne sais plus. J'ai de la peine à me reporter à ce que Mais j'ai de quoi auriez-vous eu du remords? D'avoir éprouvé un sentiment un peu trouble à l'égard de votre mère? Oui, ou d'avoir étalé des choses comme ça. Je me rappelle. Et puis pourquoi dire que vous avez été trop loin? Vous allez jusqu'où il vous plaît d'aller, Ouais, sans vous soucier de savoir si c'est trop près ou trop loin. ouais, Trop près ou trop loin par rapport à Ouais. quoi d'ailleurs? ouais. Ah, parce que le livre est tout de même un peu immoral. Oui, justement, vous concluez, Ouais. après avoir énuméré les diverses opinions dont votre livre a été l'objet, et c'est là où nous revenons à l'idée d'immoralité, on dit de mon livre un grand bien ou un grand mal. Les uns louent la sincérité, presque le document humain, les autres parlent d'immoralité. Ne pensez-vous pas qu'on puisse concilier ces deux jugements et qu'on puisse dire que votre livre est un document très sincère et qu'en même temps il est immoral? Oui, 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 certainement, certainement. Mais ça ne me fâche pas du tout qu'il soit immoral. Mais j'ai l'impression que le mot immoral n'est pas le mot juste. Le mot amoral serait plutôt Oui, exact. ouais. Quelle est exactement la différence qu'il y a entre immoral et amoral? Immoral ne tient pas à l'individu, c'est extérieur, tandis qu'amoral, c'est l'esprit de l'auteur lui-même qui est en jeu. Non, il me semble que dans l'immoralité, il y a une part de perversité, Ah, peut-être ouais. une part de préméditation. On sait que l'on tourne la morale. Ah oui, Et c'est en ce sens que oui. Le mot amoral, l'on est immoral. Mais amoral, c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de tenir compte de ce qui est moral ou oui, n'est mais pas. ça, ce mot-là me va mieux. Amoral, oui. J'ai l'impression que vous allez toujours aussi loin que vous avez envie d'aller, et vous pouvez aussi bien être très moral, et vous l'êtes très souvent, que très amoral, selon vos penchants, votre humeur et en somme votre spontanéité. Oui. pour Enfin, ça- en général, pour toutes les choses de la vie, je suis amoral. Et une opinion que j'aimerais beaucoup connaître à propos du petit ami, c'est celle d'un homme qui a assez de lucidité pour juger ce qu'il écrit lui-même. Vous comprenez de qui je veux parler? Non. Mais de vous. Ah, Comment avez-vous apprécié votre œuvre? mais avec l'idée de la refaire en 50 pages. C'est pour ça que je dis que vous êtes un bon critique, même un critique très sévère. Voilà. Mais que reprochiez-vous à votre œuvre? Le bâclage, la superfluité de certaines plaisanteries, voilà. Sa forme, mais non sa matière. Oui, mais je trouve ça trop... Non, il y a des clowneries là-dedans, n'est-ce pas? Voilà. Vous trouviez qu'elle n'avait pas assez de rigueur, qu'elle était trop littéraire? Oui, oui, oui. Et puis, vous savez, il fallait que ça... Parce que si j'avais laissé réimprimer le petit ami, j'aurais gagné de l'argent. Quand il a été épuisé, que Valette m'a dit, on va réimprimer, alors je dis non, laissez-moi 2 mois, je vous apporte un nouveau texte. Je l'ai jamais fait, j'ai perdu. Eh bien, il fallait vraiment que... Enfin, mon sens critique, n'est-ce pas, soit fort, mais Et même, avant que le livre soit terminé, vous le critiquez dans le dernier chapitre. Vous dites, maintenant que je le relis, je ne trouve pas dans ce livre seulement 20 pages qui me conviennent. Ah ouais. Et vous ajoutez, du reste, je referai peut-être un jour ce livre. En 50 pages. Puis dans votre journal, quelques jours après, vous notez, je donnerai beaucoup pour pouvoir recommencer le Ouais, petit ami. Ouais, ouais. Et j'ai là sous les yeux l'exemplaire du petit ami que vous avez bien voulu me prêter, cet exemplaire très désarticulé, jauni par le temps. Et j'ai pu déchiffrer, non sans mal, une phrase que vous avez inscrite sur l'une des pages de garde. Si vous permettez, je vais la lire. Parcouru ce soir 16 décembre 1909, parcouru le livre, je pense, que de fautes, de goût,
que d'expressions vulgaires. Il faudrait que j'enlève tout ça un jour. Il n'y a pas à dire. Il y a là-dedans trop de choses auxquelles je tiens, trop de choses de ma vie, pour me laisser ainsi présenter. Avez-vous mis à exécution ce projet de révision? Je n'ai écrit que pour le livre de Rouvert, je n'ai refait que les 2 premiers chapitres. Et pourquoi n'avez-vous pas repris? Parce que j'ai autre chose à faire. Et si j'en crois une autre notation de votre exemplaire personnel, vous avez sérieusement envisagé une réédition, puisque sur la page de titre, à l'encre, vous avez écrit « Nouvelle édition » et vous avez barré 1903 pour écrire 1925. Ouais. Donc en 1925, vous avez pensé à rééditer Le Petit Ami. Ouais. J'ai trouvé intéressant de rapprocher les 2 chapitres primitifs de ceux que vous avez revus et j'ai comparé les passages rectifiés. Mais je ne voudrais pas encore lire parce que j'abuse du micro, j'aimerais mieux que ce soit vous qui le lisiez. Et cependant, je me vois contraint de le faire puisque vous n'avez pas le texte sous les yeux. Voici un des exemples des corrections que vous avez apportées. Au lieu de dire « Après s'être échauffé si noblement, mes amis m'avaient quitté », on n'était pas loin des dernières musiques, vous avez écrit « Après avoir fait si noblement les moralistes, mes amis m'avaient quitté, l'heure de la fermeture approchait. » Et j'aimerais que vous m'expliquiez à quel besoin exactement vous avez obéi en faisant ces corrections. Parce que j'ai trouvé tout de même que c'était mieux écrit. Ainsi, Billy m'a reproché dans le nouveau texte, dans le premier texte j'avais mis, il traînait là comme à l'habitude, je parlais de Bergère. Il traînait là de ses créatures, n'est-ce pas? Et alors je crois que dans le nouveau texte j'ai mis, il se trouvait là. Et Billy m'a dit, mais non, vous avez mal arrangé, il traînait là, était beaucoup mieux. Eh ben non. Mais je suis de l'avis d'André Billy, car vous avez corrigé énormément de mots, d'argot, Oui. pour les remplacer par des mots mieux élevés, Ouais. mais beaucoup moins expressifs. Oui, mais vous savez, argot, vous employez un mot qui est peut-être excessif. J'ai employé peut-être des mots un peu de circonstance, il n'y a rien qui vieillit comme ça. Je vais vous lire des expressions que vous avez répudiées. Au lieu de « les lapins que mes amis m'y ont posés Oui. vous avez dit « les rendez-vous manqués que Oui, mes amis m'ont le infligés. mot lapin. Mais non, c'est immonde d'avoir écrit des choses comme ça. C'est un mot qui est admis. Mais non, maintenant. il est déjà démodé aujourd'hui. Il a été, ces mots-là, 3 ans après, sont vieillis. Mais un Non, autre non. mot que vous avez banni et qui ne me paraît pas l'avoir mérité, c'est le mot vanner. Vous l'avez remplacé par là. Oui. Tout Mais ça le me mot dit- vanner n'est pas un mot démodé, c'est un mot au contraire du vieux français. Oui, mais Un mot enfin, qui a beaucoup de charme. vanner, ça rappelle les personnages de là-dedans, le vieux noceur ou le vieux marcheur. Ça Non, rappelle non. aussi du Belay. Oui, non. Au lieu de dire elle ne m'emballait pas, vous avez corrigé en elle ne me plaisait pas. Eh ben, oui. Eh bien, emballer n'est pas un terme qui soit démodé. Non, mais Au contraire, c'est un terme non, ça me dégoûte. qui a acquis droit de Ça me citer. dégoûte. Une autre fois, vous avez changé en m'en fichant un peu par tout en m'en moquant. Eh ben, oui. Là, je vous comprends. Ouais. Mais pourquoi l'avoir changé, cela sera très chic, par cela sera charmant. Charmant et chic, ce n'est pas comparable. Oui, mais chic, non, chic était un vocabulaire de l'époque. Mais c'est devenu aussi de notre époque, c'est un mot admis maintenant communément et qu'il le restera. Non, je reste sur mes positions. Ce sera bien. Je vais vous citer une autre expression pour voir si vous y restez encore sur votre position. La flemme de décéder, avez-vous Oui, dit. Et vous avez corrigé ça par la peur de mourir. Oui. Ce qui n'est pas du tout pareil. Ouais, La oui. flemme de décéder exprime une idée très intéressante, une Ouais. idée amusante Ouais. Il de faut paresse avouer- devant la mort. Ouais. Il faut avouer que la seconde est un peu plate. Oui. Ouais. Mais enfin, la flemme. Tout le monde a la peur de mourir, mais la flemme de décéder, ça n'est pas donné à tout le monde. Oh non. Je voulais savoir, parmi ces écrivains qui, en 1903, se sont intéressés à votre œuvre, si parmi ces écrivains, il n'y en avait pas qui faisaient partie d'un jury qui fonctionnait pour la première fois et qui allait décerner l'un des prix les plus fameux. Oui, peut-être, oui. Il s'agit du prix Goncourt. Oui. Mais Oui. pouvez-vous vous rappeler à ce sujet quelles ont été les propositions qu'on vous a faites? Mirbeau a dû le présenter. Descamps ne s'est pas manifesté, autant que je peux m'en souvenir, pour le petit ami. C'est pas le même organe. Mais Mirbeau, lui, vous voulez donner le prix concours au petit ami. Et finalement, avez-vous envoyé des livres au jury? Pas moi, Valette probablement. Vous dites dans votre journal en mai 1903, je trouve cela hideux.
Cela, c'est justement envoyer des livres, Ouais. concourir pour un Ouais, prix ouais. littéraire. Et vous ajoutez, quoi qu'après tout, 5000 francs. Et c'est sans doute votre unique candidature à un prix quelconque. Ouais. Ouais. Et je vous dis, avec réprobation. Car aujourd'hui, je ne démarre pas un écrivain qui reçoit un prix, à mes yeux, il est déshonoré. Je ne Déshonoré. crois que vous exagérez. Déshonoré. Mettons que ce ne soit pas un honneur qui... Voilà. Et je publierai prochainement un fragment encore de journal dans le Mercure, où je donne le nom de tous les gens qui ont eu des prix, et je termine par ceci, je dis carrément ma pensée, un écrivain qui reçoit un prix littéraire est déshonoré. Mais non, il n'est pas déshonoré parce qu'il le reçoit. Déshonoré. Il peut être à la rigueur déshonoré parce qu'il demande à recevoir. Non, même le recevoir, déshonoré. Mais pourquoi? Déshonoré parce que je suis de l'avis de Maupassant qui disait un écrivain ne doit être ni décoré ni de l'Académie française. Mais je ne vois pas en quoi, vous, si vous aviez eu le prix Goncourt cette année-là, vous seriez déshonoré aujourd'hui. Je ne vous parle pas de cette époque-là, puisque je vous dis, n'est-ce pas, que Valette m'a dit c'est ici, et que moi... Bon, l'époque a changé, mais le principe est le même. Oh non. À cette époque-là, il n'y avait que le prix Goncourt. Aujourd'hui, il y a un prix chaque semaine. Oui, mais le nombre de prix ne fait rien en la matière aussi. Non, vous Principe tournez aussi. autour. Si vous n'êtes pas écœuré, aujourd'hui, en 1950, enfin, et depuis 2 ou 3 ans, de la multiplicité des prix. Non, je ne suis pas écœuré, je constate qu'il y en a beaucoup. C'est mais enfin, à vomir, mais non, c'est à vomir. Voilà. Mais ce que vous appréciez, ce que vous semblez apprécier tout de même en 1903, c'était les 5000 Oui, j'étais très pauvre. Et à mon avis, c'est tout de même un des aspects peut-être les plus pratiques, mais tout de même les moins honorables. Oui, si vous voulez, mais enfin, j'étais très pauvre, vous savez. Ben, mettons qu'il y ait à l'heure actuelle pas mal d'écrivains Eh ben, qui souhaiteraient avoir un prix. Qui prennent un second métier. Ben, il faut prendre un second métier et souhaiter tout de même avoir un prix. Comme Ah, à ben, ce moment-là, vous aviez un second métier et vous souhaitiez avoir un prix. Non, je ne le souhaitais pas. C'est Valette qui a voulu qu'on court la chance. Mais je lis dans votre journal des phrases qui laissent entendre que vous désiriez avoir ce prix et que vous avez même été déçu de ne pas l'avoir. Enfin, Et je peux même vous citer un passage, je vais le faire, parce Ouais. que vous le croirez davantage, Ouais. mais c'est vous qui l'avez rédigé. Un passage d'une lettre à Marcel Schwab, dans lequel vous dites « Ce n'est pas seulement 5000 francs que j'ai perdus, mais aussi les 3 ou 4 000 francs de la vente, sans compter leur sort que cela m'aurait donné. À tel prix, l'espèce de stimulant. On travaille tant à vide, ou presque la plupart du temps. Donc vous attachez de l'importance à ce prix. ouais. Enfin, Et je ne comprends pas que vous n'ayez pas plus d'indulgence pour les jeunes qui, au fond, ne font que vous imiter. Oui, ben je n'ai pas d'indulgence, voilà. N'est-ce pas que je n'ai pas d'indulgence, j'ai 50 ans de plus, n'est-ce pas? J'ai une autre façon de juger, j'ai acquis une expérience, n'est-ce pas? Je comprends que vous condamniez le système des prix, mais je ne comprends pas que vous condamniez ceux qui s'y laissent prendre et Et séduire. je vous lis, il me répugne. Là, je trouve ces gens transformés en écoliers littéraires qui travaillent pour avoir un prix, tout ça. C'est à vomir. Là, je ne leur démangerai jamais. Enfin, en 1903, savez-vous qui a eu le prix Goncourt? Non, ça, c'est pas... C'est Jean-Antoine Naud, je crois. Ah oui, force ennemie. Oui, c'est ça. Ouais. L'année suivante, ce fut Frappier, puis ensuite Farrer, puis Tarot. Ah ouais. Et je dois dire que l'année suivante, vous avez tout de même, à un moment, pensé que vous pourriez peut-être encore concourir avec un autre texte. Alors, Descaves est venu au... Oui. Ouais, Avec In Memoriam. ouais. Donc à ce moment-là, vous aviez encore envie de recevoir un prix. Bon, Descaves est venu au Mercure, il a dit, je ne le connaissais pas, il a parlé à Valette. Il a dit, si Léoto peut ajouter quelques pages à une mémoriam, il aura le prix Goncourt. Alors, n'est-ce pas, j'ai fait le nécessaire, et au moment de, quand le volume a été imprimé, j'ai dit à Valette, distribue la composition. Ça ne m'a fait rien. Ça m'écœurait. Et ça vous écœurait pourquoi? Parce que c'était bâclé, c'était de la saloperie des choses. Ce n'était pas parce que vous exploitiez un sujet comme celui de la, Non, de la mort de votre père. C'était Non, pas ça non, qui non, vous écœurait, c'était parce que c'était mal écrit. Oui, non, j'avais bâclé ça. Non. Et combien j'ai bien fait. Oh là là, quelle satisfaction j'en ai encore. Enfin, pour en finir avec le petit ami, Hum. vous avez dit tout à l'heure qu'il avait compté 1100 exemplaires. Il en a compté Oh, ça. exactement 1089. Ah,
Et le 6 septembre 1905, dans votre journal, vous notez assez mélancoliquement, service de presse 142, vente au 30 juin 1905 298, reste à vendre 649. Mieux vaut ne pas insister, concluez-vous. Aujourd'hui, je me permets d'insister, en vous demandant en quelle année fut épuisé le livre, car l'épuisement matériel d'un ouvrage correspond le plus souvent à son degré de vitalité spirituelle. Je n'en sais rien, c'est le Camille Bloch qui est venu acheter les 7 derniers exemplaires qu'il y avait. Et vous ne vous souvenez pas en quelle année? Non. Oh, ça doit être 22, 24, quelque chose comme ça. Dans la lettre à Marcel Schwab que j'ai citée tout à l'heure, vous parliez de stimulant. Ce stimulant qu'aurait été pour vous l'attribution du prix Goncourt. Mais ne croyez-vous pas que le stimulant réel, celui dont vous aviez besoin vraiment pour écrire, beaucoup plus que dans l'approbation du public ou des critiques, résidait dans le caractère des événements auxquels vous pouviez être mêlé? Oui, peut-être. Et n'eut-il pas un événement d'ordre familial qui, dès 1903, l'année même de la publication du Petit Ami, vous inspira un ensemble de nouvelles pages? Non, il a fallu, en 1903, la mort de mon père. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'appelle cet événement d'ordre familial. Ouais. En somme, vous deviez successivement l'inspiration à votre mère Pas et à votre l'inspiration. père. L'inspiration, je n'ai jamais connu ça. Alors vous niez l'inspiration? Oui. Moi, n'est-ce pas que je n'ai jamais été qu'un écrivain qui se trouve, enfin, devant un fait, des circonstances, des événements, et qui en rend compte. L'inspiration, qu'est-ce que vous voulez? Et l'envie de rendre compte des faits dont on est témoin, c'est peut-être cela l'inspiration? Voyons, mon ami, voyons. L'inspiration, c'est l'imagination. Oh, je ne suis pas de votre avis. Allons du donc. tout. Allons donc. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'on imagine bien que ce qu'on porte en soi. Non, ça c'est, n'est-ce pas? Non, vous interprétez. L'inspiration, c'est une chose... Mais non, là, vous attachez au mot inspiration une valeur que je n'y attache pas. L'inspiration, pour moi, est une chose très normale. On est inspiré par un sujet, comme un peintre est inspiré par une Non. Quand je vois mon père mourir et que je raconte sa mort, je ne suis pas inspiré par son sujet. L'inspiration, c'est une chose, pour ainsi dire, irréelle et artificielle. Mais non, c'est vous qui mettez une idée de poète dans ce mot. L'inspiration, vous pourriez l'avoir également Non, aussi bien dans la rue. Or, vous ne l'avez pas. Vous m'agacez avec ce mot inspiration que je trouve une idiotie. Mais en somme, je vous agace par le mot, mais les faits restent le même. Non. Enfin, toujours est-il, si vous ne voulez pas dire que vous avez été inspiré par votre mère puis par votre père, vous avez éprouvé le besoin de rendre compte de certains états d'âme, de certains faits qui avaient trait à votre père et à votre mère. Mais c'est pas des états d'âme. Ce sont les procès-verbaux, ils vont dire que mon père est mort de telle façon. Il n'y a pas d'état d'âme. Vous ne faites pas que décrire la façon dont votre père est mort, vous décrivez vos réactions en face de l'agonie de votre père. Ça, c'est tout de même un état d'âme. Mais non, c'est pas un état d'âme. Qu'est-ce que c'est encore que cette expression? C'est une expression qui veut dire quelque chose. Oh, et quand on lit vos textes, vous avez beau nier l'expression état d'âme, on a l'impression qu'il y a de l'âme dans votre texte. Le mot âme ne signifie déjà rien. Pour vous? Rien. Mais si, il signifie quelque chose. La preuve, c'est que vous en mettez beaucoup dans tout ce que vous écrivez. Mais non, je mets, si vous voulez, de la sensibilité ou de la ragerie, mais de l'âme. Qui c'est que ça, l'âme? En tout cas, si vous me permettez cette autre remarque, je dirais que parmi les écrivains qui ont nié l'influence de la famille et minimisé, je m'excuse de ce mot que vous n'aimez pas, minimisé son importance sociale et morale, vous êtes à coup sûr celui qui a le plus longuement parlé de ses parents. Écoutez, je leur dois beaucoup. Je leur dois beaucoup. Enfin, ces gens qui m'ont laissé faire ma vie moi-même. Je trouve que c'est quelque chose. En somme, vous leur êtes reconnaissant de tout ce qu'ils n'ont pas fait pour vous. Absolument. Songez que moi, depuis l'âge de 15 ans et demi, je mène matériellement et moralement ma vie moi-même. Moi-même. Et vous pensez que cet essolement dans lequel ils vous ont laissé vous a été fructueux? Oh, certainement. Vous pensez que vous auriez été déformé si vous je n'en sais rien, mais comme je me trouve très bien comme je suis, je me dis, je ne dois qu'à moi-même et à ça. Voilà. En tout cas, vous leur devez beaucoup de textes aussi, et c'est pourquoi je dis que vous avez exprimé ce paradoxe de ne pas croire en la famille et d'en parler beaucoup. Ouais. Quand ce serait que pour la nier. Ouais. Je tiens que ma carrière d'écrivain commence à immémorial. Parce que, en 2 ans, j'ai fait des progrès vers la vérité, à mes yeux, énormes.
Vers la vérité. Vers De la quel ordre? vérité, à ne pas hésiter devant certaines choses. Bah, vous n'aviez pas déjà beaucoup hésité en écrivant Le Petit Ami. Ah oui, mais enfin là, je peux dire que je n'ai reculé devant rien pour déclarer la mort de cet homme. Eh bien, j'aimerais que vous rappeliez, que vous reveniez un petit peu en arrière et que vous nous disiez, en 1903, vous étiez alors âgé de 31 ans, vous nous disiez dans quel rapport, dans quel terme vous étiez avec votre père. J'allais le voir tous les 15 jours en Courbevoie. Je crois qu'il était infirme à ce moment-là. Oui, il était, oui. Et il vivait à Courbevoie avec cette ancienne Donc il l'avait amie, épousé. et dont il avait eu un fils. Un fils, oui. Vous aviez donc un frère. Oui. Et entreteniez-vous des rapports amicaux avec ce frère? Non. On se regardait, je ne le vois jamais. Il était beaucoup plus jeune que vous. Oh oui. Et puis très différent. À cette époque-là, c'était la grande mode des courses de 6 jours dans les vélodromes, n'est-ce pas? Vous savez? Oui, bah, c'est toujours la mode. Ah, bah, Oui, enfin, encore plus, même. ce garçon-là qui avait 15 ou 16 ans, n'est-ce pas? Il achetait tout pour le dimanche pour aller regarder ces abominables choses, voilà. Et puis, il a eu un mot merveilleux, et qu'il part entier, et qui tient bien de sa mère, qui était la cupidité quand il y avait de l'argent dans le jardin. Quand le père Léoto est mort, n'est-ce pas? Alors, il y a eu, dans le couloir de la maison, des couronnes. Il y avait, je crois, des couronnes de la Comédie Française, d'autres théâtres. Enfin, il y en avait eu, que, il paraît-il, était très remarquable. Et alors, en passant dans le couloir, mon demi-frère a dit, oh, elle doit coûter cher, celle-là. Vous voyez? Oui, c'était un sentiment assez simple. Après, c'est un sentiment. Je ne trouve pas que ce soit Il un voyait que sentiment ça. très bas. Il voyait que ça. Même, ça dénote une nature. Quand on vient de perdre son père et qu'on ne pense qu'à la richesse du prix du couronne, non. Il pouvait penser à l'attention, à la générosité que représentait une telle dépense. Ouais. Ah, décidément. Mais vous avez une façon d'interpréter les choses toujours dans un sens péjoratif. Mais l'humanité apprend à interpréter les choses dans un sens toujours de Alors je vais apprendre beaucoup avec vous. Est-ce que votre père s'était intéressé à votre reprise de contact avec votre mère 2 ans auparavant à Calais? Non, je lui ai raconté que j'avais été à Calais pour la mort de Fanny. Alors, et que j'avais remis ma mère. Alors il m'a demandé, est-ce qu'elle t'a parlé de moi? Comme elle m'en avait parlé d'une certaine façon, je me suis contenté de lui dire non. Et vous qui aimez la vérité, pourquoi ne l'avez-vous pas dit à votre père? Je n'avais pas assez de liberté avec lui. Vous auriez pu prendre celle de la lui dire, la vérité. Non, je ne pouvais pas raconter à mon père que ma mère m'avait mis au courant de sa liaison avec Fanny. Si votre père avait lu votre livre, il aurait appris ainsi, non pas par vous, mais par oui, vous, enfin c'était... que vous ne l'aviez pas dit. Oui, eh ben, n'est-ce pas? Vous en pensez jouer? J'aurais trouvé ça indécent de ma part. En somme, vous trouviez plus décent de lui révéler la vérité par l'intermédiaire d'un livre que Mais il de l'a votre jamais propre lu. bouche. Il l'a jamais lu. Non, il est mort 11 jours après sa parution. Oui, Mais oui. s'il avait vécu, Eh ben. il l'aurait lu. Bon. Le malheureux était dans l'état. Non. J'avoue que j'aurais considéré ça comme indécent. Hein, cet homme qui finissait sa vie, lui raconter des choses comme ça, dont il mettait. Mais indécent, en vous plaçant sur quel plan? Vous pour qui la décence est en somme une notion assez artificielle. Ah non, je ne suis jamais indécent de mes propos. Je peux être libertin, je peux être polisson, je ne suis jamais Et là, il ne indécent. s'agissait pas d'indécence dans les propos, il s'agissait d'une indécence morale, enfin d'une indécence filiale, pour dire Ouais, le mot. oui. En somme, Le vous reste, obéissiez malgré vous à un sentiment filial. Il m'a offert une fois encore, cet homme, que je lui racontais ce que m'avait raconté Vambevert le lendemain de sa nuit de noces. Alors Vambevert, qui était un garçon d'une délicatesse infinie, n'est-ce pas, m'a dit, tu sais, il ne faut pas se figurer que c'est rigolo une nuit de noces, parce que c'est de ce moment-là que on doit laisser pour toujours une impression à une femme, n'est-ce pas, la façon dont on se comporte, enfin, n'est-ce pas, et que Vambevert, enfin, avait eu beaucoup de circonspection et de réflexion. Et ce malheureux père Léoto, qui est dans son fauteuil, s'est mis à se trémousser en disant, ah, l'imbécile, si ça avait été moi. Hein, il pensait encore à chahuter. Ah, non, c'est répugnant. Et quelle a été votre réaction
Quand on vous a appelé d'urgence à son chevet, son état s'étant aggravé. Ouais, j'ai dit voilà. Non, vous n'avez pas dit voilà, parce que dans votre journal, vous avez écrit ce que vous aviez pensé. Et je vais vous le rappeler. Et ça me paraît assez indécent, d'ailleurs. Mais vous ne l'avez pas dit à votre père, donc tout est pour le mieux. Je venais de publier Le Petit Ami, et j'ai beau ne pas être fou de ce que j'écris, j'avais tout de même dans la tête autre chose que des perspectives de décès. Ouais, c'est la vérité. Oui, mais enfin, c'est une vérité assez indécente. Bien. Bon, je devrais essayer indécent. Mais n'était-ce pas un jour de Mardi Gras, justement, Oui, quand oui. on vous a appelé? Oui. Et quel est le mot que vous avez prononcé à ce moment-là, en écrivant à Alfred Valette? Ah oui, Mardi Gras, quelle singularité de s'habiller en mort. Oui. Oui. Eh bien, c'est un de ces mots-là qui ont fait dire de vous que vous étiez un terrible cynique. C'était Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léotot, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godebert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 18, 22, 25 et 29 janvier 1951. Vous pouvez lire également ces entretiens édités au Mercure de France. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, la suite.